Tout ce que nous possédions est parti en fumée avec toi. J'aurais dû me méfier quand Vanessa a commencé à manifester un regain d'intérêt pour sa lingerie. Non pas pour la porter, attention. Mais plutôt pour s'en soucier. La lingerie de dentelle coûteuse qui jadis enflammait ma passion, quand elle daignait me la montrer, disparaissait désormais dans son sac à main comme des marchandises prohibées. Ce qui la laissait lisse et libérée sous ses tailleurs à $1000, lui donnant l'air de pouvoir acquérir et revendre des âmes avant le déjeuner. Ne m'attends pas, a-t-elle déclaré, scrutant une dernière fois son reflet dans le miroir du couloir. Ses doigts ont lissé la jupe crayon noire qui moulait ses hanches comme une seconde peau. La soirée de Hartwell Industries risque de s'éterniser. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable, où j'examinais des portefeuilles d'investissement qui me semblaient de plus en plus futiles. Encore un événement de réseautage ? C'est le 3e ce mois-ci. C'est ce qu'implique l'avancement professionnel, David. Sa voix véhiculait ce ton condescendant familier, celui qui me donnait invariablement l'impression d'être toujours le gamin issu d'un milieu modeste, plutôt qu'un investisseur autodidacte possédant un patrimoine net à 7 chiffres. Si tu faisais plus de réseautage, au lieu de te cloîtrer derrière des tableurs, tu comprendrais peut-être. Elle a saisi son sac à main, un accessoire noir élégant qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, et s'est dirigée vers la porte. Le bruit de ses talons sur notre hall d'entrée en marbre a résonné comme des coups de feu. « Tes chaussures font cheap », a-t-elle ajouté sans se retourner. La porte a claqué, m'abandonnant dans notre palais de banlieue parfaitement aménagé. Par la fenêtre, je l'ai vu se glisser sur le siège passager d'une BMW argentée que je ne reconnaissais pas. Le conducteur n'était qu'une ombre, mais il y avait quelque chose dans la manière dont Vanessa s'est installée sur ce siège intime, familière qui m'a noué l'estomac. Si c'était un roman de Stephen King, ai-je songé, je serais le type qui se fait dévorer par son propre chien. Au lieu de cela, je suis simplement cocufié par ma femme et son directeur général. J'ai toujours eu un don pour discerner la véritable nature des gens. C'est cette compétence même qui m'a propulsé vers le succès dans les investissements, qui m'a aidé à passer de simple ouvrier du bâtiment à entrepreneur. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'avais négligé les signes avant-coureurs avec ma propre femme. Ou peut-être les avais-je remarqués et choisi consciemment de les ignorer, espérant que la femme que j'avais épousée il y a 8 ans était encore présente quelque part sous toute cette ambition et cette armure de créateur. Notre maison semblait différente en son absence. Plus vaste, en quelque sorte. Le silence s'étendait à travers des pièces qui avaient été décorées par des professionnels pour donner l'impression que nous y vivions réellement, plutôt que de simplement exister entre des réunions et des voyages d'affaires. Tout était beige et chromé et méticuleusement organisé, comme une exposition de musée intitulée « Couple de banlieue prospère ». Je me suis versé une dose de bourbon de 3 doigts, la variété haut de gamme que Vanessa se procurait pour impressionner ses clients, et je me suis rassis devant mon ordinateur portable. L'action de Hartwell Industries était en constante augmentation depuis 6 mois, depuis qu'ils avaient entamé des discussions concernant une fusion avec Pacific Tech. La société de Vanessa, Morrison Financial, s'occupait des vérifications nécessaires. Elle travaillait souvent tard depuis lors. Travaillait tard, en effet. L'ordinateur portable était ouvert sur la table basse, abandonné lorsqu'elle s'était précipitée pour se préparer. Elle tapait quelque chose quand j'étais entré dans la pièce, l'avait rapidement fermé avec ce petit sourire coupable qui avait autrefois été charmant. Je ne devrais pas regarder. Je savais que je ne devrais pas regarder. Mais le mot de passe était « Duchesse », le nom de notre Golden Retriever. Le même mot de passe qu'elle utilisait pour tout depuis 3 ans, parce qu'elle était trop préoccupée à gravir les échelons de l'entreprise pour se soucier de la sécurité. L'email était resté ouvert. Mes mains tremblaient en lisant. Richard. Impatiente de la présentation de ce soir que j'ai organisée pour les participants habituels. Sarah et Michel sont particulièrement excités par la séance privée qui suivra. Je veillerai à m'habiller en conséquence pour l'occasion. Ne t'inquiète pas pour mon mari. Il est trop occupé à compter ses centimes pour remarquer quoi que ce soit. La réponse, envoyée depuis le compte personnel de Richard Hartwell, a glacé mon sang. Vanessa. Parfait. J'ai réservé la suite Pentouse comme convenu. Assure-toi que les autres dames comprennent que la discrétion fait partie de leur évaluation de performance. Ton dévouement aux relations avec les clients n'est pas passé inaperçu. La promotion dont nous avons parlé sera finalisée après l'annonce de la fusion. Apporte ces petits cadeaux spéciaux dont tu as parlé. RPS. Ton mari a l'air d'être un homme chanceux. Dommage qu'il ne sache pas comment satisfaire une femme comme toi.
J'ai relu 3 fois avant que les mots ne pénètrent véritablement dans ma conscience. Puis, j'ai remonté le fil des messages, observant des mois de mon mariage se dissoudre en une transaction commerciale méticuleusement orchestrée. Des photos, des messages explicites, des invitations de calendrier pour des présentations spéciales qui coïncidaient avec chaque soirée tardive et chaque conférence de week-end. Ma femme ne se contentait pas de me tromper, elle dirigeait un service d'escorte de luxe pour l'avancement professionnel. Et j'étais le mari naïf qui finançait toute l'opération. Le bourbon brûlait en descendant, mais pas aussi intensément que la prise de conscience que la moitié de mon portefeuille d'investissement était lié à Morrison Financial et à Hartwell Industries. J'avais financé ma propre humiliation. J'ai saisi mes clés et me suis dirigé vers le garage. La BMW argentée avait disparu depuis longtemps, mais je connaissais leur destination. L'hôtel Grandview était devenu le lieu de prédilection de Vanessa pour les dîners d'affaires ces derniers temps. 20 minutes en voiture à travers la ville. Suffisamment de temps pour contempler mes actions envisagées. Je devrais la confronter directement. Je devrais contacter un avocat. Je devrais adopter le rôle de l'adulte mature et rationnel et aborder cette question par les voies appropriées. Au lieu de cela, j'ai emprunté la Honda délabrée de mon voisin et j'ai traversé la ville comme un possédé. Le parking du Grandview regorgeait de voitures de luxe et de personnes aisées. J'ai repéré une place avec une vue dégagée sur l'entrée de l'hôtel et je me suis installé pour attendre. La radio de la Honda diffusait du rock classique pendant que je nourrissais ma colère et tentais de déterminer ce que diable j'allais faire du reste de ma vie. À 11h30, elles sont sorties, Vanessa en premier, les cheveux en désordre et sans rouge à lèvres. Elle riait de quelque chose que Richard Hartwell lui murmurait à l'oreille. Il était tout ce que je n'étais pas, grand, les cheveux argentés, portant un costume qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Derrière eux se trouvaient 2 autres femmes que j'avais reconnues sur le site web de Morrison Financial, Sarah Chen de la comptabilité et Michelle Rodriguez du service juridique. Elles semblaient toutes s'être bien amusées. J'avais mon téléphone à la main avant même de réaliser que je bougeais, prenant des photos à travers le pare-brise de la Honda. L'éclairage n'était pas idéal, mais il était suffisant pour distinguer les visages, suffisant pour établir qui était où et quand. C'est alors que l'agent de sécurité m'a remarqué. Et, a-t-il crié, trottinant à travers le parking avec sa main sur sa radio. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai démarré le moteur, mais il était plus rapide qu'il n'y paraissait. Sa main massive a claqué contre la vitre côté conducteur juste au moment où j'enclenchais la marche arrière. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites ici, mon pote? J'attends quelqu'un, ai-je dit à travers la vitre entr'ouverte. Ouais, avec un appareil photo. Vous êtes un genre de pervers? L'accusation m'a frappé comme une gifle. Me voilà, le mari bafoué, et c'est moi qu'on traite comme un criminel. Pendant ce temps, ma femme planifiait probablement déjà sa prochaine réunion d'affaires avec Monsieur Cheveux d'Argent. Écoutez, je ne cause aucun problème. Sortez de la voiture. Je ne pense pas qu'il ait essayé la poignée de la porte. Quand elle ne s'est pas ouverte, il a reculé et a parlé dans sa radio. Ouais, j'ai une personne suspecte sur le parking. Possible situation de harceleur. C'est alors que j'ai mis les gaz à fond. La Honda a reculé d'un coup, les pneus crissant sur l'asphalte. L'agent de sécurité a sauté sur le côté, jurant assez fort pour réveiller la moitié de l'hôtel. J'ai tourné le volant, passé la marche avant et suis sorti du parking en trombe comme si j'étais poursuivi par des démons. Peut-être l'étais-je. Au moment où je suis arrivé chez moi, mes mains avaient cessé de trembler. La voiture de Vanessa était déjà dans l'allée, et les lumières étaient allumées dans notre chambre. Je suis resté assis dans la Honda pendant un long moment, à regarder notre parfaite maison de banlieue et à me demander combien de temps j'avais vécu dans le mensonge. Quand je me suis finalement aventuré à l'intérieur, elle était déjà au lit, feignant de dormir. Sa respiration était excessivement contrôlée, excessivement prudente. Un sommeil véritable ne ressemble pas à ça. Je suis resté un moment dans l'embrasure de la porte, à contempler la femme avec laquelle j'avais cru passer le reste de ma vie. Dans l'obscurité, elle ressemblait presque à la fille que j'avais épousée, jeune et pleine d'espoir, débordant de rêves qui n'impliquaient pas de se prostituer pour l'avancement professionnel. Puis elle a bougé, et j'ai aperçu des ecchymoses fraîches sur son cou. Des suçons. À 38 ans, ma femme rentrait à la maison avec des suçons faits par un autre homme. Je suis descendu et j'ai rouvert mon ordinateur portable. Les emails étaient toujours là, ainsi que les entrées de calendrier remontant à 6 mois. Toute une vie secrète que je n'avais jamais soupçonnée,
financé par l'argent que j'avais gagné et investi pendant qu'elle était occupée à gagner ses promotions à l'ancienne. Mais il y avait autre chose, des références à d'autres entreprises, à d'autres fusions. Il ne s'agissait pas seulement d'Hartwell Industries. C'était plus vaste. Beaucoup plus vaste. Je me suis versé un autre bourbon et j'ai commencé à prendre des captures d'écran. Le lendemain matin, Vanessa a préparé des crêpes. Elle n'avait pas cuisiné de petit déjeuner depuis 2 ans, et pourtant, la voilà à 7 heures du matin, fredonnant une chanson pop tout en retournant des crêpes parfaitement dorées. Elle avait enfilé la robe d'été bleue que je lui avais achetée pour notre anniversaire, celle qu'elle disait la vieillir et qu'elle n'avait jamais portée. « Bonjour, chérie », dit-elle sans se retourner. Je me suis dit qu'on pourrait prendre un bon petit déjeuner ensemble avant que j'aille au bureau. Je m'assis au bar de la cuisine et la regardais jouer à la femme au foyer comme si elle passait une audition. Les suçons étaient camouflés avec du correcteur, mais je savais qu'ils étaient là. « Comment s'est passée la soirée ?» demandai-je. « Oh, tu sais comment c'est, des présentations ennuyeuses, du vin imbuvable, tout le monde qui essaie d'impressionner tout le monde. » Elle posa une assiette devant moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je suis juste contente d'être à la maison. Les crêpes avaient le goût du carton, mais je les mangeais quand même. Vanessa bavardait sur les programmes du week-end et les listes de courses, s'attardant sur les menus détails d'un mariage qui semblait n'être qu'une vaste mascarade. Chaque parole prononcée ressemblait à un clou de plus enfoncé dans un cercueil que je ne savais même pas être en train de construire. Après son départ, sans baiser, juste un signe de la main depuis la porte, je contactai Tommy Brennan. Tommy et moi avions grandi à seulement 3 rues l'un de l'autre, à une époque où le quartier était caractérisé par des familles ouvrières et des tavernes de quartier, plutôt que par des épiceries bio et des studios de yoga. Il avait rejoint la police, tandis que j'avais recherché la richesse. Néanmoins, nous étions restés proches. Assez proches pour que, lorsqu'il avait quitté les forces de l'ordre pour devenir détective privé, j'ai facilité son démarrage avec un modeste prêt commercial. « Dave, répondit-il. Dis-moi que tu appelles parce que tu veux investir dans quelque chose d'exaltant, et pas dans ces actions technologiques barbantes. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. » L'intonation de ma voix a dû trahir la gravité de la situation, car il est devenu sérieux instantanément. De quel genre d'aide? De celle qui implique des caméras cachées et des pratiques éthiquement douteuses. Un silence s'ensuivit. Chez toi ou chez moi? Le bureau de Tommy occupait un espace au-dessus d'un restaurant chinois dans le vieux quartier de la ville, le genre d'établissement qui avait du caractère plutôt que d'afficher un éclat d'entreprise. L'escalier grinçait, le café était infect, et tout l'édifice empestait. Ça sentait le poulet kung pao et les rêves brisés. Mais Tommy excellait dans son métier. Remarquablement même. Je lui présentai les emails, les photos de l'hôtel, essentiellement tout ce que j'avais déterré. Il examina le tout avec la délibération méthodique de quelqu'un qui avait été témoin de toutes les permutations concevables de la folie humaine. « Bordel, Dave, remarqua-t-il finalement. Depuis combien de temps ça dure? 6 mois. Peut-être plus. J'ai été tellement absorbé par mon travail que j'ai négligé tous les indices. Les signes étaient là, tu as simplement choisi de les ignorer. » Il se renversa dans sa chaise, qui émit un grincement rappelant un rongeur agonisant. La question est, quelle action comptes-tu entreprendre? J'ai l'intention de les anéantir. Les mots s'échappèrent avec plus de véhémence que je ne l'avais anticipé, mais Tommy resta imperturbable. Il avait vu bien pire. D'accord, concéda-t-il. Mais nous allons procéder avec prudence. Si tu cherches à te venger, tu joues aux échecs, pas aux dames. Ces gens ont de l'argent, des avocats et des relations influentes. Si nous voulons démanteler leur combine, nous devons être imperméables aux contre-attaques. Il sortit une caméra d'un classeur, équipée d'un objectif de la taille d'un petit télescope. Dans un premier temps, nous allons nous procurer de meilleures photos qui résisteront à un examen minutieux lors d'une procédure judiciaire et des enregistrements, en supposant que nous puissions y parvenir. Ensuite, nous déterminerons l'étendue exacte de cette conspiration. Que insinues-tu? Ta femme n'est pas suffisamment imprudente pour mettre sa carrière en péril uniquement pour la gratification égoïste d'un PDG d'âge mûr. Il y a soit un gain financier impliqué, soit du chantage, soit une combinaison des deux. Nous devons déterminer qui d'autre est complice dans cette affaire et quels sont leurs objectifs ultimes. Tommy avait raison. Vanessa avait toujours été calculatrice, mais elle n'était pas téméraire. Si elle orchestrait ce genre d'opération, la récompense devait dépasser une simple promotion.
Il y a autre chose, affirmai-je. Je soupçonne qu'il prévoit une forme de manipulation boursière conjointement avec l'annonce de la fusion. Maintenant, tu parles ma langue. Tommy sourit, et pendant un instant fugace, il ressembla à l'adolescent qui m'avait aidé à voler des pommes dans l'arbre de Madame Patterson. Tu sais de quoi nous avons besoin. De quoi? D'un appât. La stratégie était simple, ce qui contribuait à son élégance. Tommy avait une connaissance, une rousse incendiaire nommée Lisa qui avait fait un peu de mannequinat avant de se reconvertir en assistante juridique, et qui lui devait un service. Elle se ferait passer pour ma nouvelle conquête, une femme que j'avais rencontrée par le biais de contacts professionnels, une femme prospère, sûre d'elle et tout ce que Vanessa n'avait pas anticipé. La Bentley était mon idée. J'avais envisagé de changer de voiture de toute façon, et une location à court terme s'avérait étonnamment économique lorsqu'on possédait des comptes d'investissement à 7 chiffres. Lisa l'adora immédiatement. Ça va être amusant, s'exclama-t-elle, caressant l'intérieur en cuir de la main. Il y a des années que je n'ai pas joué le rôle de l'autre femme. Techniquement, tu n'es pas l'autre femme, ai-je précisé. Elle est encore mieux. Nous arrivâmes au Café Luna précisément à 11h30 le samedi matin, coïncidant avec le zénith du brunch hebdomadaire de Vanessa avec ses acolytes. J'avais entendu parler de ces brunchs pendant des mois, de leur importance pour le réseautage, du volume d'affaires traitées autour de mimosa et de toast à l'avocat. Ce que je ne savais pas, c'est que Richard Hartwell y faisait régulièrement son apparition. Il tenait salon à une table d'angle lorsque Lisa et moi sommes entrés, ses cheveux argentés captant la lumière comme s'il posait pour la couverture d'un magazine. Vanessa était assise à sa droite, riant à quelque chose qu'il avait chuchoté. Sarah et Michel les encadraient comme des serre-livres, accompagnés de 2 autres femmes que je ne reconnaissais pas. On aurait dit un conseil d'administration déguisé en réunion mondaine. Lisa me serra le bras. C'est elle. C'est elle. Elle est plus attirante que je ne l'avais imaginé. Elle était belle, avant, dis-je, réalisant que je le pensais vraiment. Nous prîmes une table de l'autre côté de la pièce, suffisamment près pour être remarqué mais suffisamment loin pour éviter une confrontation immédiate. Lisa commanda du champagne coûteux, et fit tout un spectacle en me donnant des fraises à manger tout en riant de mes plaisanteries. Il fallut exactement 7 minutes à Vanessa pour nous remarquer. J'observai le moment où elle me repéra, témoin de la traversée de son visage d'une série de micro-expressions qui auraient été amusantes si elles n'avaient pas été si pathétiques. Confusion, reconnaissance, choqué, finalement, une sorte de calcul paniqué alors qu'elle s'efforçait de déterminer mon but et l'identité de la rousse. Richard perçut sa réaction et suivit son regard. En me voyant, son expression se transforma en quelque chose entre amusement et agacement, comme si j'étais un problème légèrement intrigant qu'il faudrait qu'il aborde plus tard. C'est alors que j'ai amorcé mon mouvement. Je me suis excusé auprès de Lisa et me suis approché de leur table, portant le petit sac cadeau que j'avais préparé. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent à mon approche, et je pouvais la voir tenter de trouver une stratégie pour gérer cette situation. « Bonjour, chérie », saluai-je, assez fort pour que tout le restaurant puisse l'entendre. « Quelle surprise de te croiser ici. »« David », répondit-elle, sa voix tendue par une gaieté forcée. « Quelle surprise. Je pensais que tu jouais au golf aujourd'hui. » Changement de programme. Je souris à Richard, qui m'examinait avec l'intérêt prédateur que les hommes riches réservent aux menaces potentielles. Vous devez être le célèbre Richard Hartwell. J'ai tellement entendu parler de vous. Tout en bien, j'espère, répondit-il, tendant la main. Sa poignée de main était ferme et froide, comme serrer la main d'une statue de marbre. Oh, tout à fait. Vanessa m'informe que vous comprenez vraiment comment offrir une expérience agréable à une dame. Les mots planèrent dans l'atmosphère comme de la fumée. Le visage de Vanessa pâlit, mais Richard se contenta de sourire plus largement. Votre femme est une femme exceptionnellement talentueuse, fit-il remarquer. Nous apprécions son dévouement. Je suis certain que oui. Je me tournai vers Vanessa et lui présentai le sac cadeau. Tu as oublié quelque chose à la maison ce matin. J'ai supposé que tu pourrais en avoir besoin. Elle accepta le sac automatiquement, ses mains tremblant très légèrement. En inspectant le contenu, son teint passa du pâle au vert. Était-ce la lingerie en dentelle noire de son email? Les cadeaux spéciaux pour la fête qu'elle avait mentionnés? Je les avais découverts dans son sac à main la veille, avec plusieurs autres objets intrigants. Tu as oublié ça, annonçai-je, assez fort pour que les tables voisines puissent t'entendre.
Peut-être que ton patron les appréciera. Le silence qui suivit était exquis. Vanessa fixa le sac comme s'il contenait un serpent venimeux, tandis que le sourire de Richard se fissura finalement sur les bords. Les autres femmes à la table alternaient leurs regards entre nous, comme si elles assistaient à un match de tennis joué avec des grenades à main. Puis Vanessa retrouva sa voix. « David, qu'est-ce que tu fous ? » ?»« Du calme, chérie, l'ai mis en garde. Nous sommes en public. » C'est alors qu'elle me lança son mimosa au visage. Le jus d'orange et le champagne m'atteignirent comme une gifle glaciale, dégoulinant sur ma chemise et sur le sol poli du restaurant. Les conversations cessèrent. Des téléphones portables apparurent. Quelqu'un gloussa. J'essuyai mon visage avec une serviette en tissu et souris. Bon, fis-je remarquer, j'imagine que c'est une façon comme une autre de gérer la situation. Je retournai vers Lisa, qui tentait de réprimer son rire derrière sa coupe de champagne. Derrière moi, je pouvais entendre Vanessa chuchoter quelque chose à Richard, qui parlait à voix basse, sur un ton pressant, à quelqu'un au téléphone. « Comment ai-je joué la comédie ?» demandai-je à Lisa. « Digne d'un Oscar » répondit-elle. « Mais je crois qu'il serait prudent de partir avant l'arrivée de la sécurité. » Elle avait raison. Le directeur avançait déjà dans notre direction, l'air d'un homme qui préférerait être n'importe où ailleurs. Nous avons laissé un pourboire de $100 et sommes sortis comme si nous étions chez nous. La Bentley démarra avec un ronronnement qui sonnait comme du contentement. Phase 1 terminée, déclara Lisa alors que nous quittions le parking. Phase 1, mon chéri. Ce n'était que l'acte d'ouverture. Maintenant, le vrai divertissement commence. Elle avait raison. Au moment où nous sommes retournés au bureau de Tommy, son téléphone sonnait déjà. Le premier appel provenait d'un journaliste du Business Journal qui avait entendu parler d'un incident au Café Luna impliquant des dirigeants de Morrison Financial. Le deuxième appel provenait d'un membre du conseil d'administration de Morrison Financial qui déjeunait à 3 tables de là. Le troisième appel provenait de quelqu'un prétendant représenter l'équipe juridique de Richard Hartwell. Tommy sourit en raccrochant. On dirait que vous avez attiré leur attention. Quelle est la prochaine étape? Ensuite, nous les laissons faire le premier pas. Ils vont essayer de contrôler le récit, peut-être en vous menaçant d'accusations de maltraitance ou d'une ordonnance restrictive. C'est à ce moment-là que nous les attaquons avec les vraies preuves. Il avait raison, bien sûr. Vanessa est rentrée chez elle ce soir-là avec la fureur dans les yeux et une carte de visite d'avocat à la main. « Qu'est-ce que c'était que cette histoire ?» demanda-t-elle avant même que j'aie pu fermer la porte d'entrée. « Quelle histoire ?» Ne fais pas l'innocent avec moi, David. Le restaurant, la lingerie, cette femme. Tu es en train de faire une dépression? J'ai examiné ma femme, je l'ai vraiment examinée, et j'ai perçu une étrangère portant un visage familier. La femme que j'avais épousée ne se serait jamais prostituée pour une promotion. Elle n'aurait jamais introduit les contusions d'un autre homme dans notre lit conjugal. Peut-être que oui, répondis-je. Ou peut-être que je commence enfin à voir les choses clairement. Si tu crois pouvoir m'humilier en public et échapper aux conséquences. Qu'est-ce qu'elle essayait exactement de faire? Me rendre mes biens? Engager une conversation anodine avec mon supérieur. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans cesse, comme un poisson qui se débat pour respirer. Elle savait que j'avais des informations, mais elle ne pouvait pas discerner l'étendue de mes connaissances ou mes intentions à ce sujet. David, si tu as des difficultés, nous devrions les aborder avec maturité. Tu as tout à fait raison, répondis-je. Nous devrions certainement discuter des problèmes avec la rationalité des adultes. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai affiché la capture d'écran de sa correspondance électronique avec Richard, en particulier celle mentionnant les cadeaux exclusifs pour les fêtes et les rencontres clandestines. Elle est restée complètement immobile. Où as-tu trouvé ça? Ton ordinateur portable. Mot de passe? Toujours Duchesse, d'ailleurs. Tu devrais peut-être envisager de le modifier. Pendant un bref instant, j'ai envisagé qu'elle tente de réfuter son authenticité, peut-être en inventant une explication affirmant que les emails étaient frauduleux ou dénués de contexte. Cependant, Vanessa avait toujours fait preuve d'une intelligence supérieure. Au lieu de cela, elle a lancé une offensive. Tu as fouillé dans mes communications personnelles. C'est une violation de ma vie privée, David. C'est probablement illégal. Probablement, bien que pas aussi illégal que la fraude sur les valeurs mobilières. Cette déclaration l'a arrêté net.
Je pouvais discerner les processus mentaux qui se déroulaient dans son esprit alors qu'elle s'efforçait de déterminer dans quelle mesure j'avais assemblé les pièces du puzzle. Je ne suis pas sûr de ce que tu crois avoir découvert. J'ai découvert suffisamment de preuves. J'ai remis le téléphone à sa place et je me suis dirigé vers l'escalier. Je vais loger dans la chambre d'amis ce soir. Demain, nous aurons une longue discussion sur l'avenir. David, attends. Mais j'étais déjà parti, la laissant debout dans notre foyer impeccable, entouré par la désintégration de ses récits fabriqués. En montant les escaliers, j'ai activé mon ordinateur portable et j'ai lancé une série d'appels téléphoniques. Le premier était destiné à mon conseiller financier, lui demandant de transférer mes actifs de toutes les entités affiliées à Morrison Financial ou à Hartwell Industries. Le deuxième était pour Tommy. Que dirais-tu de passer à l'offensive, demandai-je dès qu'il a répondu. Je commençais à me demander quand tu allais me le demander. Le lendemain matin, Vanessa avait disparu. Pas simplement absente pour une courte pause café, mais véritablement disparue. Sa garde-robe était dégarnie d'environ la moitié de son contenu, son coffret à bijoux avait été vidé, et une note manuscrite reposait sur le plan de travail de la cuisine, rédigée de son écriture méticuleuse. David, je réside chez Sarah le temps que nous réglions cette affaire. Tes agissements d'hier étaient inexcusables, mais je suis disposé à négocier un règlement civilisé. Contacte mon avocat. V. La carte de visite de l'avocat était fixée à la note avec un trombone. Marcus Webb, Esquire. Divorce et droit de la famille. Son cabinet était situé dans le quartier opulent du centre-ville, le genre d'établissement où l'on facture $500 de l'heure pour élucider les raisons de votre erreur de jugement. J'ai plutôt contacté Tommy. Elle s'est enfuie, l'informai-je. Je m'y attendais. Elle s'est probablement rendue directement à Hartwell pour élaborer une stratégie d'atténuation des dommages. Que penses-tu d'accélérer notre calendrier? Que avais-tu en tête? Rejoins-moi au bureau et apporte ton instrument de paiement. Le plan de Tommy possédait une élégance intrinsèque enracinée dans sa simplicité. Si Vanessa désirait se livrer à des manœuvres juridiques, nous l'inonderions d'une quantité de difficultés juridiques dépassant sa capacité à les gérer. Mais au départ, nous étions contraints d'établir la nature précise de la situation à laquelle nous étions confrontés. J'enquête sur Morrison Financial, déclara-t-il, dispersant des documents sur son bureau d'une manière rappelant un joueur de poker dévoilant une combinaison gagnante. Votre épouse ne se livre pas simplement à des relations sexuelles comme moyen d'avancement. Elle constitue un élément d'une opération plus vaste. La documentation révélait un récit qui induisit une sensation de révulsion dans mon système digestif. Morrison Financial avait subi une baisse constante de sa clientèle pendant 2 ans, découlant d'une controverse impliquant le détournement de fonds de retraite. Il cherchait désespérément un triomphe substantiel, quelque chose capable de rétablir la confiance des investisseurs et de maintenir leur viabilité opérationnelle. La fusion avec Hartwell représentait ce triomphe, mais elle était fondée sur des informations privilégiées, une manipulation boursière et une cohorte de spécialistes des relations clients qui échangeaient des faveurs sexuelles contre des informations commerciales privilégiées. Quel est le nombre de participantes impliquées, demandai-je. Au moins 6 que je peux corroborer. Peut-être plus. Ce sont toutes des employées de Morrison, toutes jeunes et ambitieuses. Toutes garantissant des promotions en échange de réseautage avec des clients potentiels. Jésus, la situation se détériore encore. Je soupçonne Hartwell d'avoir l'intention d'abandonner Morrison après la conclusion de la fusion. Il acquiert leur clientèle, leurs actifs et leur personnel compétent, et les abandonne ensuite pour supporter le fardeau de toutes les ramifications juridiques. Je fixai les documents, m'efforçant de comprendre les informations que j'assimilais. Mon épouse n'était pas simplement une adultère. Elle était une victime. Une victime consentante, peut-être, mais néanmoins un individu manipulé par des individus possédant de plus grandes ressources financières et des principes éthiques diminués. Pendant environ 30 secondes, j'ai ressenti une sensation de compassion pour elle. Puis je me suis souvenu des marques d'affection et des émotions du passé récent. Quelle est notre ligne de conduite, demandai-je. Nous adoptons une stratégie de la terre brûlée. Mais initialement, nous avons besoin d'alliés. L'acquisition d'alliés s'avéra moins difficile que je ne l'avais anticipé. Tommy s'était activement engagé pendant que je traitais ma désintégration conjugale, étendant la communication à d'autres maris et compagnons masculins qui avaient été touchés par le programme de relations clients de Morrison Financial. Il y en avait 4, et ils étaient tous plus indignés que je ne l'étais. Mike Torino était marié à Sarah Chen, la comptable. Il était un ouvrier du bâtiment,
possédant un physique semblable à une structure en briques, avec des mains qui semblaient capables de pulvériser des noix. Il avait découvert les activités extrascolaires de son épouse lorsqu'elle était rentrée chez elle avec une Rolex, affirmant qu'il s'agissait d'une prime de performance. Prime de performance, articula-t-il, son timbre vocal ressemblant à du gravier dans un bétonnière. C'est ainsi qu'elle l'a qualifié. Une sacrée prime de performance. Puis il y avait James Mitchell, le fiancé de Michelle Rodriguez. Il était plus jeune que la majorité d'entre nous, peut-être 30 ans, exhibant le type de disposition nerveuse qui provient d'une consommation excessive de caféine et d'un repos insuffisant. Il était employé dans le secteur des technologies de l'information, le rendant avantageux pour les justifications qui deviendraient évidentes par la suite. Elle était prétendument occupée tard sur le comte Henderson, dit-il, fixant ses mains. Il s'avère que le comte Henderson était un euphémisme pour désigner la maison d'hébergement de Richard Hartwell. Le troisième était Robert Kim, dont la compagne, Lisa Park, était employée au sein du service marketing de Morrison. Robert était pharmacien, caractérisé par son approche posée et méthodique, mais son regard trahissait la présence de profonds courants sous-jacents. « Je souhaite qu'il souffre », déclara-t-il avec simplicité. Tous. Le quatrième était Tom Bradley, marié à Jennifer Walsh du service des ressources humaines de Morrison. Tom était pédagogue, ce qui impliquait qu'il était habitué à interagir avec des individus juvéniles. Malheureusement, cela signifiait également qu'il avait la perspective la plus naïve concernant nos intentions. « J'aspire simplement à récupérer ma femme », exprima-t-il. Peut-être que si nous exposons les événements qui se déroulent, elle comprendra qu'elle est exploitée. Tommy et moi échangeâmes un regard. Tom allait présenter des défis, mais il possédait également une utilité. Sa femme était employée aux ressources humaines, ce qui impliquait qu'elle avait accès aux dossiers du personnel, aux documents de travail et aux correspondances internes. Si nous pouvions accéder à son ordinateur, nous pourrions cartographier l'intégralité du réseau. Voici notre plan, énonça Tommy, étalant une carte du centre-ville sur son bureau. Morrison Financial organise son gala annuel d'appréciation de la clientèle le vendredi suivant. Tous les principaux intéressés y assisteront, y compris Hartwell et ses associés. Il désigna plusieurs endroits avec des X rouges. Nous allons mener des attaques simultanées contre eux. Plusieurs fronts, maximisant le désordre. Une incapacité à maîtriser le récit. Quelle forme prendront ces attaques ? Demanda Mike. La forme légale, répondit Tommy promptement, observant probablement la manière dont les mains de Mike s'étaient refermées en poing. Nous allons les dénoncer, pas les agresser. Parle seulement pour toi, murmura Mike, mais s'abstint de contester l'affirmation. La stratégie était complexe mais raffinée. James gérerait l'aspect numérique, infiltrant les serveurs de Morrison pour télécharger les archives du personnel et les communications internes. Robert utiliserait ses relations pharmaceutiques pour nous procurer l'entrée de l'établissement d'hébergement où le dîner était organisé. Mike fournirait la force physique si les circonstances dégénéraient. Tom nous assurerait les codes d'accès de Jennifer, et je servirais de diversion. Quel genre de diversion ? Questionnai-je. Tommy sourit. Le genre qui implique toi, Lisa, et une confrontation très publique avec ton mari aimant. La semaine qui suivit représenta la période la plus interminable de mon existence. Le représentant juridique de Vanessa envoya des lettres menaçantes concernant les mauvais traitements et la violation de la vie privée. Les représentants de Richard Hartwell ont initié des enquêtes subtiles concernant mes affiliations commerciales, le genre de reconnaissance exploratoire qui impliquait qu'ils s'efforçaient de trouver un levier. Pendant ce temps, Tommy et son consortium de Marie-Lésée et travaillèrent sans relâche pour rassembler des preuves. James s'avéra être un prodige de l'informatique, du genre capable d'infiltrer un serveur sécurisé en utilisant simplement un appareil mobile et une indignation justifiée. J'ai obtenu l'accès, proclama-t-il jeudi soir, apparaissant comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Jésus-Christ. Vous devriez jeter un coup d'œil à ça. Les fichiers qu'il avait téléchargés dépeignaient un scénario encore plus désastreux que ce que nous avions imaginé. Morrison Financial n'utilisait pas simplement des faveurs sexuelles pour s'assurer la clientèle. Il se livrait ensuite à du chantage, utilisant des images et des enregistrements compromettants pour extorquer des accords avantageux. Richard Hartwell n'était pas le cerveau. Il n'était qu'une autre victime, bien qu'une qui avait choisi d'acquiescer plutôt que de résister. La véritable autorité sous-jacente à l'opération était une personne avec laquelle je n'avais aucune familiarité préalable, Patricia Vance, la directrice de l'exploitation de Morrison, une femme qui avait transformé le réseautage d'entreprise en un racket d'extorsion sophistiqué.
Elle élabore cette stratégie depuis 3 ans, déclara James, faisant défiler des fiches de correspondance électronique qui ressemblaient à une conspiration criminelle. La fusion avec Hartwell n'est que l'objectif ultime. Une fois qu'elle sera consommée, elle possédera suffisamment de preuves incriminantes concernant environ la moitié du monde des affaires pour dicter ses propres conditions. Où ma femme se situe-t-elle dans tout ce contexte, demandai-je. James récupéra un autre fichier. Vanessa a été recrutée il y a 18 mois. Patricia l'a convaincue que s'engager dans des relations sexuelles avec des clients était simplement du réseautage avancé, que toutes les femmes triomphantes s'adonnaient à de telles pratiques. Au moment où votre femme a compris la vraie nature des événements qui se déroulaient, elle était trop profondément impliquée pour reculer. J'étais obnubilé par le dossier personnel de Vanessa, parcourant les évaluations de performance qui louaient ses compétences en relation client et sa volonté de dépasser les attentes. La femme que j'avais épousée s'était transformée en courtisane d'entreprise, et elle avait été excessivement ambitieuse pour le réaliser avant qu'il ne soit trop tard. Pendant un instant fugace, j'ai ressenti à nouveau ce sentiment de compassion. Puis je me suis rappelé qu'elle n'avait jamais cherché à me tenir informé des événements, jamais sollicité mon aide, jamais daigné me donner l'opportunité de la soutenir. Au lieu de cela, elle m'avait rendu complice en utilisant mes ressources financières pour financer sa transformation. « Quel est le plan pour demain soir ?» demandai-je. Tommy répondit par un sourire, bien que celui-ci soit loin d'être amical. Demain soir, on incinère tout. Le dîner de remerciement des clients de Morrison Financial se déroulait au Grand View Hotel, l'endroit même où j'avais découvert Vanessa avec Richard Hartwell. L'ironie était palpable. Je fis une entrée remarquée, habillé avec élégance dans mon plus beau costume et portant une mallette débordant de preuves accablantes suffisantes pour faire tomber la moitié des participants. Lisa était à mon bras, rayonnante dans une robe carmin qui attirait l'attention et réduisait les conversations au silence. Vanessa tenait le haut du pavé près du bar, son rire résonnant suite à une remarque de Patricia Vance. Elle paraissait éblouissante, sûre d'elle et totalement inconsciente de la tempête imminente. Richard Hartwell fut le premier à me repérer. Je l'observai se pencher pour murmurer quelque chose à l'oreille de Patricia, et je vis ses yeux se plisser en m'apercevant à l'autre bout de la salle. Puis, les ténèbres s'abattirent. L'éclairage de secours s'alluma 30 secondes plus tard, baignant la salle de bal d'une teinte rouge inquiétante. Des murmures se répandirent dans la foule, la confusion était évidente, mais la panique n'avait pas encore commencé à s'installer. Le personnel de l'hôtel présenta ses excuses, attribuant la panne de courant à une perturbation temporaire. C'est à ce moment-là que les projecteurs s'illuminèrent. James avait préparé le terrain avec diligence. L'infrastructure audiovisuelle de l'hôtel partageait un réseau avec leur centre d'affaires, donnant à quiconque possédant les codes d'accès corrects la possibilité de prendre le contrôle du système à distance. La première image affichée sur les écrans de la salle était un échange de mails entre Patricia Vance et Richard Hartwell, discutant des primes de performance pour les employés de Morrison Financial. La deuxième était une photographie de Vanessa quittant la chambre d'hôtel de Hartwell à 2 heures du matin. La troisième était un enregistrement de Patricia expliquant à un groupe d'employés les subtilités des relations clients dans le monde des affaires modernes. Le murmure de confusion se transforma en cri d'indignation. J'ai vu le directeur général de Morrison, un homme aux cheveux gris nommé Douglas Morrison, regarder les écrans avec l'expression d'un homme qui assiste à la réduction en cendres de l'œuvre de sa vie. Patricia implorait frénétiquement le personnel de l'hôtel de désactiver les projecteurs, mais en vain. Les téléphones portables sortirent, capturant chaque instant. Le journaliste économique local griffonnait des notes avec une rapidité fébrile. Et au milieu de ce chaos, le regard de Vanessa se fixa sur le mien, son expression un masque d'animosité pure. « Espèce de fils de pute !» Elle hurla, se frayant un chemin à travers la foule avec force en ma direction. « C'est toi qui as fait ça !»« Je n'ai aucune idée de ce à quoi vous faites allusion, » répondis-je, m'assurant que ma voix était audible pour les journalistes. « Je suis simplement ici pour soutenir l'entreprise locale. » Elle m'atteignit juste au moment où un autre email apparaissait à l'écran, celui-ci détaillant comment les employés de Morrison Financial étaient censés divertir les clients en échange d'évaluations de performance favorables. « Tu es en train de tout détruire, » dit-elle, sa voix se brisant sous l'émotion. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? » « Je n'ai fait que dire la vérité, » rétorquai-je. « N'est-ce pas le fondement d'un mariage ? » C'est alors qu'elle me frappa. La gifle retentissante résonna dans la salle de bal comme un coup de feu. Les conversations cessèrent. Les caméras se focalisèrent, et je restai là, sentant la brûlure sur ma joue et la profonde satisfaction d'un plan exécuté à la perfection. «
Tu te sens mieux, demandai-je. Elle leva la main pour me frapper à nouveau, mais Patricia Vance intervint, saisissant son bras. Ne fais pas ça, siffla Patricia. Tu ne fais qu'aggraver la situation. Mais il était déjà trop tard. Les dégâts étaient irréversibles, les preuves étaient publiques, et l'histoire était lâchée dans le monde entier. Morrison Financial serait en faillite au matin, Richard Hartwell passerait la prochaine décennie embourbé dans des accusations fédérales, et Patricia Vance découvrirait qu'orchestrer une conspiration criminelle était bien plus simple que d'en dissimuler une. Quant à ma femme, elle me regardait avec le regard d'une étrangère, ce qui, je réalisais, était précisément ce que j'étais devenu. J'espère que ça valait le coup, dit-elle. Chaque centime, répondis-je. J'ai ensuite pris le bras de Lisa et quitté la salle de bal, laissant derrière moi mon mariage et mon ancienne vie au milieu des décombres du dîner de remerciement des clients de Morrison Financial. Dehors, Tommy attendait, une bouteille de champagne à la main et un sourire qui aurait pu illuminer tout l'hôtel. « Comment ça s'est déroulé » demanda-t-il. « Comme sur des roulettes » répondis-je. « Excellent, car ce n'était que l'acte d'ouverture. »« Que veux-tu dire » Il me tendit un document juridique qui fit s'emballer mon cœur. « Ordonnance restrictive déposée cet après-midi par l'avocat de ta femme. Elle prétend que tu la harcèles et la maltraites. » Je fixai les papiers, sentant la satisfaction de la victoire se transformer en quelque chose de bien plus désagréable. Elle essaie de contrôler le récit, continua Tommy. De te dépeindre comme l'ex-mari instable tandis qu'elle joue le rôle de la victime. Que faisons-nous ? Le sourire de Tommy s'élargit. Nous passons à l'offensive. L'ordonnance restrictive n'était que la première salve. Le lundi matin, l'avocat de Vanessa avait déposé une demande de divorce d'urgence, alléguant que j'étais mentalement instable et potentiellement dangereux. Il avait gelé nos comptes joints, bloqué la vente de la maison et, d'une manière ou d'une autre, convaincu un juge que je représentais une menace pour la sécurité de ma femme. Je l'ai découvert lorsque ma carte de crédit a été refusée alors que j'essayais d'acheter un café. Astucieux, remarqua Tommy quand je l'ai appelée depuis une cabine téléphonique à l'extérieur du café. Elle essaie de couper tes ressources pendant qu'elle élabore un plan pour sauver sa carrière. Peut-elle faire ça ? Temporairement. Mais c'est une erreur. Cela la fait paraître vindicative, comme si elle avait quelque chose à cacher. Il avait raison, mais cela n'atténuait pas ma fureur. J'avais consacré 8 ans à construire une vie avec cette femme, et elle la démantelait avec la même froide efficacité qu'elle appliquait à tout le reste. Quelle est notre prochaine étape ? demandai-je. Nous passons à la vitesse supérieure. L'escalade commença avec la maison d'Axe en grave côté. Madame Patterson essayait de la vendre depuis 6 mois, depuis le décès de son mari. Le prix demandé était raisonnable, l'emplacement était idéal, et je possédais juste assez d'actifs liquides pour faire une offre en espèces avant que les avocats de Vanessa ne puissent tout geler. J'ai conclu la vente mardi après-midi. Mercredi matin, j'ai commencé les rénovations. L'équipe de construction est arrivée à 7 heures du matin pile, juste au moment où Vanessa se préparait pour une nouvelle journée de gestion de crise chez Morrison Financial. La cacophonie des marteaux-piqueurs et des outils électriques résonnait dans notre quartier autrefois tranquille comme une déclaration de guerre. Elle m'a appelé 15 minutes plus tard. « Qu'est-ce que tu fous » hurla-t-elle par-dessus le vacarme. « Amélioration de l'habitat » répondis-je. Le nouvel endroit avait besoin de quelques travaux. « Nouvel endroit » ? Quel nouvel endroit ? La maison d'Axe en grave côté. Je suis votre nouveau voisin. N'est-ce pas excitant ? Le silence qui suivit fut exquis. Je pouvais presque entendre son cerveau en train de traiter les implications. Tu as acheté la maison Patterson ? Transaction en espèces conclue hier. J'envisage de la transformer en une maison de fête. Tu sais, de la musique forte, des nuits tardives, une abondance de jeunes qui s'amusent. Vraiment embrasser le style de vie de célibataire. David, tu ne peux pas. Ne peux pas quoi ? Vivre dans une maison que je possède légalement ? Je suis à peu près certain que c'est encore autorisé dans cet état. Elle a mis fin à l'appel. Mais le mal était fait. À midi, elle avait contacté la police pour déposer des plaintes concernant des nuisances sonores. Le soir, elle avait consulté un avocat spécialisé dans l'immobilier concernant les lois sur les nuisances. Mais je ne faisais que commencer. Les fêtes ont commencé ce week-end. Tommy m'a aidé à les organiser, en contactant tous les jeunes d'une vingtaine d'années qu'il connaissait et qui appréciaient la bière gratuite et la musique forte. Principalement des étudiants,
mais aussi de jeunes professionnels et toute autre personne souhaitant se détendre dans un cadre suburbain. La première fête était modeste, peut-être une trentaine de personnes. Musique qui s'est arrêtée à minuit, nettoyage qui s'est terminé vers 2 heures du matin, parfaitement légal, entièrement dans les limites des ordonnances sur le bruit, et absolument exaspérant pour ma future ex-femme. Je regardais depuis la fenêtre de ma nouvelle cuisine pendant qu'elle faisait les 100 pas dans son jardin, le téléphone portable collé à l'oreille, probablement en contactant des avocats et des fonctionnaires de la ville et toute autre personne susceptible de l'aider à me faire taire. Mais je n'avais violé aucune loi. J'étais simplement un homme divorcé se délectant de sa nouvelle liberté. La deuxième fête était plus grande, 50 personnes, un disque jockey, un barbecue traiteur qui s'est prolongé jusqu'à 1 heure du matin, toujours légal, toujours dans les limites de la bienséance suburbaine, mais repoussant les limites juste assez pour rendre la vie de Vanessa misérable. C'est lors de la troisième fête que les choses sont devenues intéressantes. J'avais étendu des invitations à toutes les personnes présentes lors de la confrontation à l'hôtel, Mike, James, Robert, même Tom, bien qu'il ait refusé. Ils ont amené des amis qui ont amené des amis, et samedi soir, j'avais près d'une centaine de personnes dans mon jardin pour célébrer la chute de Morrison Financial. C'est à ce moment-là que Vanessa a commis son erreur. Elle est arrivée vers 11 heures du soir, vêtue d'un tailleur d'affaires strict, comme si elle se rendait à un conseil d'administration plutôt qu'à une fête dans un jardin. La musique était si forte qu'elle devait crier pour se faire entendre. « David, il faut qu'on parle. » Je faisais le beau près de la glacière à bière, racontant à un groupe d'admirateurs l'histoire de la projection à l'hôtel, quand j'ai vu Vanessa s'approcher. J'ai suffisamment élevé la voix pour couvrir la musique. « Tiens, ai-je dit. Regardez qui a daigné se joindre à la fête. Tout le monde, je vous présente ma femme. Ex-femme. Peu importe. » La foule s'est tournée pour la regarder, et j'ai vu qu'elle réalisait l'ampleur de son erreur. Ce n'étaient pas des étudiants au hasard. C'étaient des gens qui suivaient l'affaire Morrison Financial, des gens qui reconnaissaient son visage grâce à la couverture médiatique. « Je dois te parler en privé, dit-elle, tentant de garder son sang-froid. Il n'y a plus de vie privée, ai-je rétorqué. N'est-ce pas ce que tu m'as appris? David, s'il te plaît. C'est à ce moment-là que quelqu'un dans la foule a commencé à enregistrer. J'ai vu le téléphone apparaître, j'ai vu le petit voyant rouge qui indiquait que nous étions diffusés en direct sur les réseaux sociaux. Vanessa l'a vu aussi, et sa façade méticuleusement entretenue s'est finalement effondrée. « Éteins ça », exigea-t-elle. « C'est un espace public », dit le jeune avec le téléphone. « Je peux enregistrer ce que je veux. » C'est de la maltraitance. C'est de l'obligation de rendre des comptes, ai-je corrigé. Chose que tu devrais peut-être examiner. Elle s'est retournée vers moi, les yeux brûlants de fureur et de désespoir. Tu détruis tout ce pour quoi j'ai travaillé. Tu l'as détruit toi-même, ai-je dit. Je m'assure simplement que tout le monde soit au courant. C'est précisément à ce moment qu'elle s'est complètement décomposée. Petit minable pathétique, beugla-t-elle, sa voix portant à travers toute la fête. Crois-tu vraiment que cela t'élève? Imagines-tu que ruiner ma vie compense d'une manière ou d'une autre ton incompétence chronique? Les invités rassemblés se sont tus, réalisant qu'ils assistaient à quelque chose de bien plus important qu'une simple querelle conjugale. Des téléphones omniprésents ont émergé, enregistrant chaque syllabe. Jamais assez bien, ai-je fait l'écho. Tu as tout à fait raison. Je n'ai jamais été suffisamment peu scrupuleuse pour me vendre pour une promotion. Il m'a manqué la flexibilité morale nécessaire pour trahir la personne à qui j'ai juré de chérir et d'honorer. Je n'ai jamais été assez dépravé pour détruire la vie des autres pour un gain pécuniaire. Au moins, j'avais de l'ambition. Au moins, je me suis efforcé de faire quelque chose de ma vie, au lieu de me cacher derrière des tableurs et des portefeuilles d'investissement. Oh, tu as certainement fait quelque chose de toi-même, rétorqua-t-elle. Tu t'es transformé en prostituée. L'accusation est restée suspendue dans l'air, un coup palpable. Le teint de Vanessa est passé du pâle au cramoisi, puis de nouveau au pâle. La foule a maintenu une attente silencieuse, attendant les événements qui allaient suivre. Ce qui s'est passé ensuite, c'est la projection brutale de son cocktail dans ma direction. C'était un Cosmopolitan, une concoction rose, visqueuse et sans aucun doute coûteuse. Il m'a frappé en plein sur la poitrine, imprégnant ma chemise et dégoulinant sur le sol. Les spectateurs ont éclaté en applaudissements et en rires bruyants. Un lent applaudissement délibéré a commencé. Le jeune homme brandissant le téléphone souriait avec l'exubérance d'un gagnant du loto.
J'ai baissé les yeux sur ma chemise ruinée, puis j'ai regardé Vanessa. Tu te sens mieux, ai-je demandé. Va en enfer, cracha-t-elle, avant de s'éloigner en trombe. Cependant, les dégâts étaient irréparables. Le dimanche matin, la vidéo était devenue virale. Cosmogat dominait les plateformes de médias sociaux, regorgeant de remixes, de mèmes et de commentaires de personnes qui n'avaient jamais rencontré Morrison Financial auparavant, mais qui savouraient un effondrement public convaincant. L'image méticuleusement cultivée par Vanessa de l'épouse lésée était en lambeaux. Le récit avait subi une transformation, et elle n'était plus perçue comme la victime d'un ancien mari instable. Au lieu de cela, elle était l'épouse adultère qui avait été démasquée et qui se vengeait de l'homme qui avait dévoilé sa tromperie. C'est à ce moment-là que Tommy a téléphoné, apportant des nouvelles d'une ampleur sismique. « Nous avons un problème », annonça-t-il. « Tu te souviens de Patricia Vance, la marionnettiste ? Qu'est-ce qu'elle a, ai-je demandé. Elle n'accepte pas la défaite en silence. La rumeur dit qu'elle possède des polices d'assurance sur toutes les personnes impliquées, y compris ta femme. Des photographies, des enregistrements, des documents financiers. Elle a l'intention de les échanger contre l'immunité. J'ai senti un malaise dans mon estomac. Quel genre de photographie ? Le genre qui anéantirait ce qui reste de la réputation de Vanessa, et la tienne par extension. Comment est-ce concevable ? Je n'ai été impliqué dans rien de tout ça. Tu es marié avec elle. Au tribunal de l'opinion publique, cela te rend complice. Je contemplais par la fenêtre la maison où j'avais passé 8 années de ma vie, où j'avais nourri des rêves qui se métamorphosaient désormais en cauchemars. Quelle ligne de conduite devons-nous adopter ? Nous devons atteindre Patricia avant qu'elle n'atteigne les procureurs. Comment ? La voix de Tommy résonnait d'une satisfaction sinistre. Nous allons lui présenter une offre qu'elle ne pourra pas refuser. Le rendez-vous était fixé à jeudi soir, dans un entrepôt du quartier industriel, un endroit où les décisions mal avisées trouvent leur funeste issue. Tommy avait orchestré cela par le biais d'intermédiaires, des individus qui connaissaient Patricia Vance. Je fus le premier à arriver, garant ma voiture dans l'ombre entre deux bâtiments délabrés. La Bentley semblait incongrue au milieu de cette déchéance urbaine, comme un diamant au milieu des ordures. Tommy se matérialisa 5 minutes plus tard, suivi d'une berline noire qui exhalait une aura d'agents fédéraux ou de criminels de haut vol. En l'occurrence, elle transportait Patricia Vance. Elle descendit du véhicule avec le calme de quelqu'un qui se rend à une réunion de conseil d'administration, plutôt qu'à une négociation clandestine dans un entrepôt abandonné. Même dans la pénombre, elle paraissait soignée et professionnelle. Elle était le genre de femme capable de vous persuader que le noir était blanc et de vous amener à la remercier pour ce privilège. Monsieur Morrison, salua-t-elle en tendant la main, je dois vous avouer que je suis impressionné. La plupart des hommes à votre place auraient simplement engagé un avocat spécialisé dans les divorces et considéré l'affaire comme close. Je ne suis pas la plupart des hommes. Non, vous ne l'êtes pas. Elle sourit, et c'était comme contempler un requin. Vous êtes l'homme qui a anéanti l'œuvre de ma vie pour une mesquine vengeance. J'ai dénoncé une activité criminelle. Il y a une distinction. Vraiment ? Parce que, de mon point de vue, vous ressemblez à un mari aigri qui n'a pas pu se résoudre au succès de sa femme. Tommy s'avança. Passons directement au vif du sujet. Quelles sont vos exigences ? Patricia ouvrit sa mallette et en sortit une tablette. L'écran affichait une photographie qui fit se figer mon sang. Elle représentait Vanessa, mais d'une manière que je n'avais jamais vue. Elle se trouvait dans une chambre d'hôtel avec Richard Hartwell et 2 autres hommes que je ne reconnaissais pas. La photographie était explicite, dégradante, et manifestement prise sans son consentement. Je possède des dizaines de ces clichés, déclara Patricia. Des photographies, des vidéos, des enregistrements audio. Votre femme ne se contentait pas de coucher avec des clients, Monsieur Morrison. Elle se produisait pour eux. Et j'ai tout documenté. Je fixai l'image, pris de nausée. Quelles que soient les transgressions de Vanessa, elle ne méritait pas cela. Que voulez-vous, demandai-je. L'immunité. Un départ propre et suffisamment de fonds pour disparaître dans un endroit chaud et à l'abri des extraditions. En échange de quoi les photographies disparaissent, les enregistrements sont supprimés. La réputation de votre femme reste intacte. Ou ce qu'il en reste. Tommy et moi échangeâmes un regard. C'était du chantage, pur et simple. Cependant, c'était aussi le seul moyen de protéger Vanessa d'une destruction totale.
Combien, demandai-je. 2 millions. En espèces. Intraçable. C'est une somme considérable. C'est une aubaine. Ces photographies vaudraient 10 fois ce montant pour le tabloïd approprié. J'examinai la tablette une fois de plus, contemplant la femme qui avait été ma femme, réduite à une marchandise dans le jeu de pouvoir de quelqu'un d'autre. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous avez 24 heures, déclara Patricia. Après quoi, je commence à démarcher. Elle remonta dans son véhicule et s'éloigna, nous laissant Tommy et moi seuls dans l'entrepôt, accablés par le poids d'une décision impossible. Qu'en penses-tu ? demanda Tommy. Je pense, répondis-je lentement, que Patricia Vance vient de commettre une grave erreur. Quel genre d'erreur ? Je souris, et c'était comme si de la glace se formait dans mes veines. Elle a présumé que je me souciais encore de ce qui arrive à ma femme. Je possédais les ressources financières. C'était là le nœud du problème. 2 millions d'actifs liquides résidant sur des comptes que les avocats de Vanessa n'avaient pas encore découverts. Des fonds que j'avais générés en vendant à découvert les actions de Morrison Financial et en investissant dans leurs concurrents. De l'argent souillé, gagné grâce à la ruine de mon propre mariage. J'aurais pu rémunérer Patricia Vance, j'aurais pu assurer la disparition des photographies, sauvegarder ce qui restait de la réputation de Vanessa, et repartir indemne. Au lieu de cela, j'ai contacté le FBI. L'agent spécial Jennifer Torres me rencontra dans un café du centre-ville. C'était le genre d'établissement où les agents fédéraux se fondent parfaitement avec les avocats, les comptables et autres individus qui tirent leurs revenus des malheurs des autres. Monsieur Morrison, salua-t-elle en s'installant dans la cabine en face de moi, je crois comprendre que vous possédez des informations concernant l'affaire Morrison Financial. Je possède quelque chose de supérieur à des informations, rétorquai-je, en faisant glisser une clé USB sur la table. Je possède des preuves. Le lecteur contenait tout ce que James avait extrait des serveurs de Morrison, en plus des enregistrements que Tommy avait fait de la tentative de chantage de Patricia. C'était une preuve suffisante pour l'incarcérer pendant 20 ans, à condition qu'elle ne s'enfuit pas d'abord dans un pays sans extradition. C'est extrêmement utile, fit remarquer l'agent Torres après avoir examiné les fichiers. Cependant, nous aurons besoin de votre coopération pour assurer son succès. Quel genre de coopération ? Le genre où vous portez un micro à votre prochaine réunion avec Madame Vance. Je réfléchis à Vanessa, aux photographies que Patricia menaçait de diffuser, à la femme que j'avais épousée et à l'étrangère qu'elle était devenue. Quand est-ce qu'on procède ? demandai-je. La deuxième réunion était prévue dans le même entrepôt, mais cette fois, je n'étais pas seul. L'agent Torres et son équipe étaient stratégiquement positionnés autour du bâtiment, surveillant chaque parole prononcée grâce au micro fixé sur ma poitrine. Patricia arriva précisément à l'heure, continuant à jouer le rôle de la femme d'affaires prospère, même si son monde s'effondrait autour d'elle. « Avez-vous mon argent ?» demanda-t-elle. « J'ai une contre-proposition » répondis-je. Son sourire vacilla. « Je ne crois pas que vous compreniez la situation, monsieur Morrison. Je ne négocie pas. Moi non plus. » J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran. C'était un article de presse de cet après-midi, annonçant que le FBI avait ouvert une enquête criminelle sur le programme de relations clients de Morrison Financial. Le visage de Patricia se vida de toutes couleurs. « Espèce d'enfoiré » murmura-t-elle. « Vous avez commis une erreur » affirmai-je. « Vous avez supposé que je me souciais encore de protéger ma femme. Ces photos vont la détruire. Elle s'est détruite elle-même. Je ne fais qu'assurer que vous tombiez avec elle. » C'est à ce moment-là que Patricia commit sa propre erreur. Elle fouilla dans son sac à main, et pendant un bref instant, je supposai qu'elle cherchait une arme. Au lieu de cela, elle en sortit son téléphone. « Si je dois tomber, déclara-t-elle, j'emmène tout le monde avec moi. » Elle commença à taper. Probablement en train de télécharger les photos sur un serveur cloud ou de les transmettre à un contact dans un tabloïd. Cependant, l'agent Torres et son équipe étaient déjà en mouvement. FBI. Laissez tomber le téléphone. Patricia leva les yeux pour voir des agents fédéraux surgir de l'ombre, les armes pointées, l'encerclant de toutes parts. Son téléphone s'écrasa sur le sol en béton. Patricia Vance, vous êtes en état d'arrestation pour extorsion, racket et association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude boursière. Ils lui ont passé les menottes sur le champ dans l'entrepôt, lui lisant ses droits pendant qu'elle me fixait d'un regard de haine pure. Croyez-vous que cela fait de vous le héros ? Cracha-t-elle alors qu'il l'emmenait. Vous êtes tout aussi coupable que nous tous. Peut-être avait-elle raison,
mais c'était moi qui partais librement. Les conséquences furent rapides et brutales. Morrison Financial implosa en une semaine, entraînant avec elle Richard Hartwell et une demi-douzaine d'autres dirigeants. Les photographies que Patricia avait menacé de diffuser furent saisies comme preuve et scellées par ordonnance du tribunal. La carrière de Vanessa fut interrompue, mais sa réputation resta largement indemne. Elle fut dépeinte dans les médias comme une autre victime du stratagème de Patricia, une femme naïve qui avait été manipulée par un cerveau criminel. Le divorce fut prononcé un mardi d'octobre. Dans une salle de conférence du centre-ville, j'étais assis, entouré d'avocats, de documents juridiques et des vestiges de 8 années de mariage. Vanessa paraissait plus âgée que dans mes souvenirs, les mois d'escarmouches judiciaires et d'exposition publique avaient manifestement pesé lourd. Pourtant, sa beauté subsistait, un écho de la femme que j'avais si passionnément aimée des années auparavant. « Je suis désolé, dit-elle en ratifiant les derniers papiers, pour tout. »« Je sais, répondis-je. »« Éprouvez-vous de l'animosité envers moi ?» Je fis une pause, contemplant sincèrement la question. « Non, déclarai-je enfin, je ne vous hais pas. Je ne vous reconnais plus, tout simplement. » Elle acquiesça, comme si elle comprenait. Peut-être comprenait-elle. « Quels sont vos projets d'avenir ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Peut-être voyager un peu. Peut-être découvrirai-je mon identité en dehors du contexte de notre mariage. Je déménage à Seattle, à la recherche d'un nouveau départ. Bonne chance à vous. Et à vous aussi. » Nous avons échangé une poignée de main, comme des partenaires commerciaux finalisant un accord. Et juste comme ça, c'était fini. 8 années de mariage distillées en signature sur des formulaires juridiques. Je suis sorti de la salle de conférence, un homme libéré. Cependant, cette liberté retrouvée semblait plus lourde que prévu. La maison, ou plutôt, les deux maisons, se sont vendues rapidement. J'ai gardé la Bentley et j'ai acheté un appartement modeste au centre-ville, le genre d'endroit où l'on peut disparaître à volonté. Tommy est venu le jour du déménagement, apportant de la bière et des conseils non sollicités. « Alors, qu'est-ce qui t'attend ?» demanda-t-il en s'installant sur mon nouveau canapé. « J'envisage d'écrire un livre, révélai-je. »« Sur quoi ?»« Sur comment démanteler sa vie, et celle des autres, en 5 étapes simples. » Il gloussa, bien que son rire manquât de véritable amusement. « Tu réalises, fit-il remarquer, que la majorité considérerait cela comme un triomphe. La majorité se tromperait. Tu as exercé ta vengeance. Tu as dévoilé la vérité. Tu t'en es sorti financièrement indemne. Et j'ai sacrifié tout ce qui comptait. » Tommy marqua une pause, buvant sa bière en réfléchissant tout en scrutant mon visage. « As-tu des regrets ?» finit-il par me demander. Je repensais à Vanessa dans cette suite d'hôtels, aux photos que Patricia avait menacé de diffuser, à la femme que j'avais épousée se métamorphosant en une étrangère. « Non, répondis-je. Je ne le regrette pas. Mais je n'en tire pas non plus de satisfaction. Cela définit la distinction entre la justice et la rétribution, expliqua Tommy. La justice engendre la rectitude. La vengeance n'engendre que le vide. Il avait, bien sûr, raison. Pourtant, le vide se révéla préférable à l'humiliation. Le vide surpassait l'ignominie d'être l'imbécile inconscient. 3 mois s'écoulèrent avant que je ne tombe sur le bulletin d'information dans un bar de Key West. Patricia Vance avait été condamnée à 15 ans dans un pénitencier fédéral. Richard Hartwell en avait pris 12. Les cadres restants de Morrison Financial ont reçu des peines variables en fonction de leur degré d'implication. Le nom de Vanessa était ostensiblement absent du rapport. Elle s'était retirée dans sa nouvelle existence à Seattle, opérant vraisemblablement sous un nom de famille différent, s'efforçant de reconstruire ce que j'avais contribué à démolir. Je levai mon verre vers l'écran de télévision. Au nouveau départ, proclamai-je à l'espace vide. Le barman me considéra comme un autre touriste ivre en train de soliloquer. Peut-être l'étais-je. Mais j'étais un touriste ivre qui avait triomphé, qui avait affronté le système qui l'avait trahi et qui avait prévalu, qui avait démontré que le plus faible pouvait, parfois, riposter et gagner. Cela aurait dû susciter un plus grand sentiment d'accomplissement. Je bus ma boisson et m'aventurai sous le soleil de Floride, songeant aux livres que j'avais l'intention d'écrire, aux leçons que j'avais tirées et au prix que j'avais payé, à la disparité entre la justice et la vengeance, et à la raison pour laquelle cette disparité diminue parfois en importance. L'appareil cellulaire dans ma poche vibra, délivrant un texto d'un expéditeur non identifié. J'ai vu les nouvelles concernant Patricia. J'espère que tu es content,
V. Je fixais le message pendant une longue durée, puis l'effaçais sans répondre. Certains dialogues sont mieux laissés en suspens. Je me dirigeais vers la marina et achetais un billet pour la croisière au coucher du soleil, au milieu des touristes, des jeunes mariés et des individus qui nourrissaient encore la foi en des conclusions idylliques. Le navire quitta le quai alors que le soleil commençait sa descente, embellissant le ciel de dégradés d'ambre et d'or. Une personne derrière moi prenait des photos, s'efforçant d'immortaliser le moment. Je m'abstins de prendre des photos. Je me contentais d'observer le soleil disparaître dans le golfe du Mexique, songeant aux conclusions, au commencement et au territoire ambigu entre la justice et la vengeance. À la fin de la croisière, je me retirai dans ma suite d'hôtel et commençai à écrire le chapitre 1, comment j'ai appris à ne plus m'inquiéter et à aimer la destruction. Cela semblait être un point de départ de bon augure. 6 mois plus tard, le manuscrit était achevé. Salle secret, mémoire de mariage, de trahison et de vengeance, a grimpé au palmarès des best-sellers en 3 semaines après sa sortie. Les droits cinématographiques ont été acquis pour une somme à 7 chiffres. Vanessa n'a jamais pris contact à ce sujet, bien que je sois certain qu'elle l'ait parcouru. Tout le monde l'a fait. J'ai utilisé le produit pour acheter une résidence dans les montagnes du Colorado, loin du champ de bataille suburbain où mon mariage avait péri. J'écris maintenant des livres, principalement de la fiction, bien que les lecteurs demandent invariablement si les récits sont enracinés dans des événements réels. Parfois, ils le sont. Parfois, ce ne sont que des fabrications. La distinction diminue en importance. Je ne me suis jamais remarié, ni même approché d'une telle perspective. Certaines personnes sont destinées au partenariat, à construire des vies à l'unisson et à vieillir aux côtés de quelqu'un qui est au courant de tous leurs secrets les plus intimes. Je n'appartiens plus à cette cohorte, mais je n'en ressens aucune amertume. L'amertume constitue une autre forme de confinement, et j'en ai subi une surabondance pour durer toute une vie. Parfois, tard dans la nuit, lorsque l'air de la montagne est raréfié et glacial, je songe à l'homme que j'étais autrefois. L'homme qui épousait l'amour, la confiance et le potentiel d'une existence perpétuellement heureuse. Je ne le regrette pas précisément, mais je me souviens de lui avec affection, comme on se souvient d'un animal de compagnie chéri de l'enfance. Il était sans malice, confiant et, en fin de compte, voué à la ruine. Il possédait pourtant une capacité d'amour que je n'ai plus. C'est là, je crois, le véritable prix de la vengeance, non pas la dépense monétaire, l'investissement en temps, ou les relations que l'on détruit sur le chemin. C'est la part de soi que l'on doit éradiquer pour assister à son accomplissement. Mais parfois, ce sacrifice s'avère utile. Parfois, endosser le rôle du méchant constitue la seule voie vers la victoire. Ils avaient prédit que je regretterais d'être devenu l'antagoniste, mais j'ai supporté ce fardeau avec plus d'assurance que n'importe lequel d'entre eux n'a jamais porté ces masques. Freja er også død, og Karoline er også død. Alle dem uden navn har en eller anden sjov grund overlevet. 5 giftet for at reclaim the spot. Ja, 5 giftet plus, så kommer vi op på 667. Ej, jeg kunne fandme også godt spise sunset lige nu. Det kunne jeg godt. Ej, du er en Hello Kitty. Cute. Ej, Så hvor er du mærts, sød. mand. Hvor skal vi hen? Det må du ikke sige. Undskyld. Skal jeg Jeg har flytte mig? sixpack XA. Øj, okay. Åh, der er du. Hashtag reclaim, hvad mener du? Og du har Speedos? Au. Hallo Merns, jeg dør til den der, fordi jeg skal stå her og spille Fandango og vente på, at du ikke brænder længere. Altså, hvad fanden er det, der foregår? Jeg vidste ikke, at Cobra var en del af det her. Jo. Nej. Det er vist sammen og Nadia og Sepp, der har bikset den her. Nej, jeg tror vist kun det er Cobra og Nadja. Altså, er du bare Nå. lige, er du livet mig igen nu, Merns, eller hvad? Hvad er det, som Molde har gang i? Atrocity? De laver deres eget. Ja, Nå, okay. Det er Så Merts, han dragger mig Det ud herovre. i Nothingland i Nether og skrider. Jamen altså, We're back! Mods Bandy, Merts. nice. Er Smiller tilbage? Nej. Okay. Oh my fucking god, Merts. Du får fandme ikke den øl, du gør ikke. Det mener jeg. Bam. Jeg stoler aldrig på mennesker igen. Og det er Merts' skyld. Merts, hvis jeg dør nu. Men jeg skulle lige ind og se, fordi Cobra han tilbød mig en plads i hans tårn.
Jeg skulle lige se, om jeg vil have en plads, men det kunne jeg ikke lige overskue. Eller vil du gerne bo her? Okay. Ja, der er godt nok rummeligt, i hvert fald. Har du set skiltet heroppe? Kom til basen. Ja, nice, Ja, mate. står der allerede. Jeg føler mig meget velkommen, i hvert fald. Ja, nyd det. Du er i det mindste ikke sat i arbejde. Kan man slå? Nej. Okay, hvad skal vi have lavet her? Så lige 2 og 2 sammen med det, jeg skriver. Glæder dig til at se logo. Jeg troede også, du mente emote. Ej, det er også noget af en gåde, det der, Nana, vil jeg gerne sige. Er ikke lige en, der vil sove, eller? Jeg er i nether, mand. Jeg kan ikke. Altså, jeg er ikke stadigvæk i gang med at finde tilbage til portalen på grund af fucking Mertz, mand. Det kender man da Jeg ikke. snakker grimt lige nu. Nå, Mertz er en lille rot. Lille rot. Kan ikke lige, han skriver XD, det skriver han aldrig til mig. April snart. Hold din kæft, det er den fucking 15. mand. Eller er det overhovedet det? Ja, det er det faktisk. Kæft, det er god. Slagter sgu Mertz. Hvad er næste advancement, jeg skal have? Brewer Potion, det kan jeg godt gøre. Ja, mine køer har... What the fuck er det? What the fuck? Glass bottles. Hvad man taget min blaze rods, eller hvad der? Sådan der. Og tænd. Ja. Hvordan laver man en fakkel? Du skal bruge kul og sticks. Tak. Hvor bruger du ikke bare den her bog? Ja, hvis du trykker på sådan, der er sådan en bog i dit inventory, så kommer der sådan recipes frem. Nå. Det er fandme smart. Ej, det gør den ikke, Nana. Jeg fatter heller ikke, hvad det er, han snakker om. Jeg kom til at fjerne det der kød, der simpelthen. Det er utroligt. Hvem er så nuttet ikke at vide, hvordan man laver en fakkel? Det er sgu Mo. Hvor fanden er kødet henne nu? Ser i din hånd? Nå.